bienvenue sur les épisodes du collectif SoWo. Nous sommes 5 podcasteuses, Delphine, Jeanne, Léa, Sophie et Valentine. Nous agissons pour faire rayonner une vision optimiste du monde du travail. Nous décryptons les transformations Et nous donnons de l'écho aux acteurs et entreprises qui construisent ce nouveau monde. Si vous nous écoutez, c'est que vous pensez que c'est possible. Faites avancer vos réflexions et vos actions avec nous. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Delphine Zanelli et vous êtes sur l'entreprise de demain. Le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast écouté par les dirigeants, les professionnels des RH, les managers et les collaborateurs qui façonnent le futur du travail. Si vous souhaitez vous inspirer et agir, vous êtes en quête de clés d'action simples adaptées à la réalité et aux contraintes de l'entreprise, vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode spécial à 5 voix mené par notre collectif SoWo. Épisode dont vous avez entendu la bande-annonce pour commencer. La thématique de l'épisode aujourd'hui est la santé mentale. Nous avons choisi de parler de la santé mentale parce que c'est un sujet qui nous paraissait absolument primordial. Je pense que ça ne vous surprendra pas. On a essayé de répondre de nos postures à la fois d'observateurs et d'expertes à 4 questions. La première, est-ce que l'entreprise doit être garante de la santé mentale de ses salariés ? Quel rôle de l'entreprise ? Quel rôle du collaborateur ? La deuxième, est-ce que le travail se doit d'être dur ? La troisième, qui doit s'emparer du sujet de la santé mentale en entreprise ? Et la quatrième, comment adresser la problématique de manière individuelle mais également collective au sein de l'organisation ? Dans ce podcast, toujours pas mal de pépites, un grand fou rire, vous verrez à la fin. Pourquoi ? Je vous laisse le découvrir. J'espère que vous passerez un bon moment. Sachez en tout cas que nous sommes preneuses toujours de vos retours. Le dernier épisode qu'on avait fait sur l'engagement, que vous pouvez aussi retrouver sur le podcast, on a eu la chance d'avoir beaucoup de retours et on a interviewé, en l'occurrence une auditrice, ça aurait pu être un auditeur, et on l'a partagé dans notre newsletter LinkedIn. Que vous sachiez effectivement, nous avons pour ces épisodes particuliers et donc ce collectif SoWo, une newsletter dédiée et là à laquelle vous pouvez vous inscrire directement sur LinkedIn sur la page du collectif SoWo. Autre petite information avant de se lancer dans l'épisode, ces épisodes sont rendus possibles par notre partenaire pour l'année 2023 sur ces épisodes SoWo, qui est Yemanja. Yemanja, je ne sais pas si vous connaissez, ils conçoivent et réalisent des aménagements de bureaux personnalisés pour que chacun se sente bien dans ses bureaux. Et vous verrez que c'est pas sans lien avec notre sujet du jour. Mais ça aussi, je vous laisse le découvrir. Et je vous souhaite un excellent épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous écoutez Sophie de Chef, Delphine de l'entreprise de demain, Valentine de New Prana Jeanne de TAF et Léa du Tilt. Alors, aujourd'hui, on va parler de santé mentale en entreprise. Pourquoi ça nous semblait être un sujet important ? Eh bien, tout simplement parce que sans collaborateurs fonctionnels, il n'y a pas d'entreprise performante et pérenne. Et que, en se renseignant sur le sujet, en lisant des études, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelques chiffres qui étaient alarmants. Et celui qui nous a le plus fait tiquer, c'est un chiffre d'une étude d'Opinionway qui a été publiée il y a 1 an, tout pile, à la veille de l'été 2022, qui nous dit que 34% des salariés seraient en burn-out, dont 13% en burn-out sévère. C'est plus d'un tiers des salariés français. Imaginez, vous êtes à un déjeuner professionnel, là, demain midi ou demain soir. Il y a 6 personnes à votre table. Statistiquement, il y a 2 personnes à cette table qui sont en burn-out. C'est énorme. Et en parallèle, il y a un autre chiffre qu'on a trouvé dans le baromètre 2023 du bien-être mental des salariés par Alan. C'est qu'il y a 87% des salariés français qui considèrent que les entreprises ont la responsabilité de prendre soin de leur bien-être individuel. À tous ces chiffres-là s'ajoute bien sûr le contexte sanitaire, géopolitique, économique et climatique qui impacte chacun et chacune des travailleurs, je dirais même chacun des citoyens, finalement, que nous sommes. Donc, qui, dans le cadre du travail, n'a jamais ressenti de grande fatigue, de stress, d'anxiété, de perte de motivation, de perte de concentration, de productivité en berne
ou alors qui sentait qu'il y avait un problème dans son équilibre pro-perso. On serait intéressé de savoir si vous avez déjà ressenti ça. Il est probable que oui. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on voulait poser le cadre quand même de cette thématique importante en commençant par donner une définition de ce qu'est la santé mentale, parce que c'est important de se demander de quoi on parle. Donc selon l'OMS, la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Alors, comme vous le savez, nous ne sommes pas psychologues, nous ne sommes pas psychologues du travail, donc nous prenons la parole sur ce sujet sous le prisme de l'exploration, du questionnement et surtout de la prévention. On va vous amener avec nous dans nos observations via nos différentes casquettes d'ancienne RH, de coach, de chercheuse, de podcasteuse. Donc aujourd'hui, notre discussion, elle tournera autour de 4 grandes questions principales. La première, c'est est-ce que l'entreprise doit être garante de la santé mentale de ses salariés ? La seconde, est-ce que le travail se doit d'être dur ? Ensuite, on échangera sur cette question, qui doit s'emparer du sujet de la santé mentale en entreprise ? Et enfin, on terminera par se demander comment adresser la problématique de manière individuelle, mais également collective au sein de l'organisation. Alors du coup, on va commencer par cette première grande question. Est-ce que l'entreprise doit être garante de la santé mentale de ses salariés ? Je te propose, Sophie, peut-être de nous éclairer avec un œil RH sur les droits et les devoirs, finalement, de toutes les parties prenantes sur ce sujet de la santé mentale. Ce qui est sûr, c'est que l'employeur a l'obligation légale de veiller à la santé et la sécurité de ses collaborateurs, de ses équipes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui incombe à l'entreprise et pour lesquels elle peut être jugée, pénalisée si ça ne marche pas. Après, qu'est-ce que ça veut dire veiller à la santé et à la sécurité de ses collaborateurs ? Ça pose la question de ce qu'il y a derrière le mot santé. Et moi, ma sensibilité en tant que RH, c'est que certes, l'entreprise doit veiller aux conditions et à maximiser les conditions qui doivent permettre la santé et la sécurité, mais que finalement, nous sommes quand même tous individuellement responsables de notre santé. Il y a des facteurs professionnels qui vont impacter notre santé. On parle bien sûr des troubles musculo-squelettiques, par exemple, où moi, j'ai beaucoup travaillé dans des entreprises comme EDF ou Engie, où il y a des vrais risques professionnels pour la sécurité physique des collaborateurs. Donc là, l'entreprise doit vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas, par exemple, d'accident de gaz quand on parle de Engie. Mais la santé, c'est aussi la manière dont on mange, c'est aussi la manière dont on prend soin de son corps, etc. Quand on parle de santé mentale, il y a une grosse complexité. Parce que autant la santé physique, la sécurité physique, je pense qu'on voit tous de quoi on parle. La santé mentale, c'est différent. On rentre dans une sphère qui est intangible, on rentre dans une sphère qui est très intime. Moi, en tant que RH, j'ai accompagné... je vais pas dire beaucoup, mais un certain nombre de collaborateurs en mal-être, allant jusqu'au burn-out. Et en fait, on se rend bien compte que la sphère professionnelle et la sphère personnelle sont intimement liées. Et que des gens qui, à un moment donné, vraiment basculent dans des mal-être très profonds, parfois le travail y est pour beaucoup, parfois le travail est un élément déclencheur, mais bien souvent, la sphère personnelle est aussi un élément non négligeable. Oui, tout à fait. Et c'est là, je pense aussi, tout l'enjeu de la manière dont les entreprises gèrent les risques psychosociaux, finalement, pour chaque individu qui fait partie de son organisation, quoi. Oui, et donc en fait, ce qui est très important pour les entreprises, c'est de mettre en place des moyens d'accompagner les collaborateurs, de détecter ces risques psychosociaux, par exemple d'avoir des cellules d'écoute, d'avoir des personnes en proximité des collaborateurs qui sont des personnes de confiance, où les gens peuvent remonter des cas de surmenage, des cas de harcèlement sexuel ou moral, des cas juste de mal-être, des questionnements. Donc ça, c'est vraiment une préoccupation et une obligation de l'entreprise. Ensuite, dans la question de est-ce que l'entreprise est garante de la santé mentale des collaborateurs, en tout cas, c'est sûr que c'est une grande part et l'entreprise doit tout faire pour essayer que ses équipes évoluent dans des cadres sains. Après, la santé mentale, comme la santé physique, c'est bien d'autres choses, bien d'autres pans de la vie. Et ma conviction, c'est qu'on est tous avant tout responsables de notre santé. C'est une question intéressante et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même aujourd'hui dans comment l'entreprise
Il y a comment l'entreprise peut accompagner les salariés pour détecter ces signaux. Et il y a aussi comment elle peut influer quand même par son organisation, par son management et par d'autres choses sur le bien-être de ses salariés. Et là-dessus, on voit que quand même dans le secteur des services, je parle pour celui-là parce que c'est celui-là que je connais le mieux, les facteurs qui mènent au burn-out ou autre, c'est beaucoup du stress, de l'anxiété, etc. Il y a un chiffre récent d'une étude d'Eurofound de 2022 qui a été relayée par Alternative économique qui montre qu'un actif sur 2 en France déclare souffrir d'anxiété. À titre comparatif, c'est 7,6% au Danemark. Et quand on regarde comment sont organisés les pays nordiques, il y a quand même une culture d'entreprise. D'après ce qu'on observe, il y a des entreprises qui sont beaucoup plus tournées vers l'autonomie, la responsabilisation. Moi, je suis convaincue qu'il y a vraiment un facteur organisationnel et managérial très fort qui peut vraiment impacter le bien-être ou le mal-être des équipes. Et donc, qu'on a des leviers pour agir aussi là-dessus, pour améliorer les choses et améliorer ces chiffres qui sont assez désastreux, je trouve, les derniers qui concernent la France. Mais du coup, pour faire miroir à ce que tu dis, Jeanne, par rapport à ton étude, il y a une étude d'Alan et Harris en 2021 qui disait que 15% seulement des collaborateurs arrivaient à parler de leur anxiété à leur manager. Et c'était 9% quand il fallait en parler au RH. Et en fait, tu parles du rôle managérial, pour moi, c'est une clé dans le management. C'est l'expression de la vulnérabilité, de l'anxiété, de la difficulté, etc. C'est-à-dire que l'entreprise, moi, je rejoins Sophie sur le fait qu'elle ne peut pas prendre une responsabilité de choses qui lui échappent. Par contre, le manager doit être accompagné sur la gestion des émotions, sur déjà la gestion de ses propres émotions et de celles de ses équipes. Et ensuite, ce manager, on doit garantir pour lui, et il doit garantir un cadre, ce qu'on appelle de sécurité psychologique, pour dire quand ça va pas, pour dire quand on est angoissé, pour dire quand on est stressé. Et récemment, des managers me disaient « mais je comprends pas parce que mes équipes me disent pas, etc. » Mais eux ne le disent pas. Donc si vous ne le dites pas, vos équipes vont pas vous le dire parce qu'elles ont l'impression que ça n'a pas la place. Autrement, me disant, ça, c'est quel est le bon indicateur d'une réunion d'équipe ? Je dis, en fait, c'est quand vos équipes vous expliquent ce qui ne fonctionne pas. Parce que si vos équipes vous parlent de ce sur quoi elles butent, c'est qu'elles sont en sécurité psychologique pour le faire. Si elles vous cachent quelque chose, si elles vous cachent des erreurs, c'est qu'il n'y a pas de droit à l'erreur, c'est qu'il n'y a pas de sécurité psychologique. Donc, en fait, la première chose à faire, c'est pas de les incriminer, c'est de vous questionner. Et là, je pense que le manager a un rôle extrêmement important, et donc, par définition, tous ceux qui vont soutenir le manager. Et puis après, je pense que l'entreprise a une part de responsabilité et en tant que salarié, on en a une. C'est aussi de se créer ce cadre-là pour soi-même. Plus que d'équilibre, on en reparlera pro-perso, je pense que c'est l'histoire du cadre. C'est-à-dire de quel cadre j'ai besoin pour être bien dans ma vie en général sur ma santé mentale et donc dans mon travail. Et de savoir aussi exprimer ce cadre. C'est-à-dire que quelque part, si l'entreprise ne m'apporte pas ce cadre, pourquoi pas le demander en fait. Je pense qu'on est toujours dans une relation où il faut tous agir sur ce sujet. Et j'en parlais avec vous quand on préparait cet épisode, parce que la première fois que je l'ai entendu parler, c'est dans un milieu anglo-saxon. Les anglo-saxons sont beaucoup plus en avance que nous sur l'aspect diversité. Et c'était donc des collaborateurs qui exprimaient, là pour le coup, des troubles de la santé mentale. Et au début, je ne comprenais pas cette expression. Preuve qu'on était loin, enfin voilà, c'est il y a 15 ans, 20 ans, on était loin de cette maturité qu'on a aujourd'hui pour en parler, je pense. J'aimerais rebondir sur quelque chose que tu dis, Delphine, qui est très intéressant, parce que sur le cadre de sécurité psychologique qui peut être amené par le manager ou par l'entreprise, par des dispositifs d'accompagnement, etc. J'ai eu la réflexion sur le sujet de la santé mentale que c'était comme, on parlait d'engagement dans notre épisode 1, d'ailleurs si vous ne l'avez pas écouté, allez-y, on parlait d'engagement au sens large en fait dans la société. Sauf que l'engagement, c'est quand même pas du tout le même tabou que la santé mentale. Et du coup, je trouve que sur cette question, au-delà des dispositifs que peut mettre l'entreprise en place pour accompagner les collaborateurs, il y a vraiment un travail global de détabouisation sur le sujet au niveau de toute la société. Et donc, de plus en parler dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise, en fait, plus parler de santé mentale librement pour que, en fait, les collaborateurs se sentent aussi à l'aise pour utiliser les dispositifs qu'on leur propose. Ça me faisait penser, en y réfléchissant, au congé paternité, qui est donc de plus en plus d'entreprises qui le développent, mais on voit que l'utilisation qui en est faite reste mineure dans beaucoup d'entreprises. Et en fait, c'est parce que culturellement, on est toujours dans des schémas où c'est la femme qui va prendre la charge plus spontanément, en tout cas des enfants et de la famille. Il y a aussi
cet aspect-là de la santé mentale qui est important, je crois. Et moi, je ferais le miroir du côté du collaborateur, de l'individu. Moi, j'accompagne des personnes qui, justement, ont envie d'évoluer professionnellement. Et malheureusement, il y en a énormément qui sont passés par le burn-out. Et quand je leur demande comment t'en es arrivé là, en fait, souvent, la réponse, c'est « je sais pas ». Et je trouve que ça passe aussi par le fait de s'éduquer soi-même. On en parle de plus en plus, donc ça permet de se poser la question de plus en plus, mais de savoir quels sont ses propres symptômes qui montrent que là, il y a une fatigue. Là, il y a moins de concentration. Il y a plein de gens qui sont pas capables de dire, avant d'être complètement cassés, je suis passée par tel symptôme, ça, c'est revenu chez moi de manière récurrente, et qui du coup, sont pas du tout capables de l'exprimer à quelqu'un, un manager, un dirigeant en face, parce qu'eux-mêmes n'en sont pas conscients. Donc pour moi, il y a vraiment aussi ce sujet de s'écouter soi et savoir que quand il se passe ça dans ma vie, c'est une alerte pour moi pour me dire il va peut-être se passer ça en plus si je m'écoute pas, que je me repose pas, que je lève pas le pied ou que j'en parle pas à mon manager, quoi. Léa, j'ai un mot qui revient très régulièrement ces dernières semaines, c'est le mot conscience. Et donc, c'est ce que tu dis, d'essayer de faire les choses en conscience, d'être conscient de ses émotions, d'être conscient de son état physique et mental, pour être, moi, pour le coup, passée par différentes étapes de bien-être et aussi de mal-être, notamment liées à une surcharge de travail importante. On n'est pas éduqué à ça. On n'apprend pas ça à l'école, par exemple. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on m'a beaucoup dit, c'est « Oh, tu t'écoutes trop, ne t'écoute pas trop ». C'est vraiment quelque chose qui revient. Donc, ça veut dire ne sois pas en conscience, en fait, de parfois tes émotions et de ton état. Et parfois, tu dis, si je mets des mots sur ça, je pourrais peut-être me dire que, ou prendre conscience qu'il peut m'arriver ceci, il peut m'arriver cela. Beaucoup de gens, notamment en début de carrière, en fait, tant que tu n'as pas vécu, tu ne sais pas ce que ça va te faire. Et on a aussi beaucoup le syndrome du Superman ou de la Superwoman. Non, mais moi, ça va aller. Je vois tous mes collègues qui bossent comme des dingues et qui se crament. Mais moi, c'est bon, je me sens bien, je mange bien, je fais du sport, je suis équilibrée, il n'y a pas de raison que ça m'arrive. Puis un jour, ça t'arrive et ça fait encore plus mal. Mais parfois, on est obligé d'aller au bout de nos limites pour les tester et savoir où elles sont pour les connaître. Et ce qui est intéressant par rapport à tout ce que vous avez mentionné, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui évolue énormément au niveau de la charge sémantique des termes santé mentale. En fait, pendant très longtemps, instinctivement, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire ça, quand on dit santé mentale, santé physique, pardon, ça évoque quelque chose de positif. On s'imagine quelqu'un qui prend bien soin de lui ou d'elle. Et quand on dit santé mentale, tout de suite, on pense à quelque chose qui ne va pas. On pense tout de suite au burn-out, à la dépression, à quelque chose comme ça. Et ce qui est en train de profondément changer grâce à une forme de libération de la parole et de prise de conscience émergente, c'est qu'on est en train de se dire, mais en fait, prendre soin de sa santé mentale, c'est bien plus large que d'envisager une pathologie ou une maladie. Et en fait, c'est ça qui est vraiment très important. Et ça aide au fait qu'on en parle de plus en plus facilement et qu'il y a vraiment... Donc, Delphine, tu nous avais dit en préparant l'épisode, tu avais parlé de coming out de santé mentale pour parler de ce que tu nous as partagé tout à l'heure. Et en fait, il y a quelque chose qui devient assez naturel, que j'associe à ce qu'un auteur a nommé l'erreur de Descartes, d'avoir dissocié le corps et l'esprit. Et en fait, aujourd'hui, plus que jamais, on revient à la prise de conscience qu'on est un tout et qu'en fait, on ne peut pas dissocier ça. Donc, la santé mentale et la santé physique ne peuvent pas être dissociées. Et en fait, prendre soin de soi globalement, c'est prendre soin aussi de notre santé mentale. Je crois qu'on est tous collectivement en train de participer au changement et à l'évolution de cette charge sémantique qui évolue et qui permet à tout le monde d'en parler, de prendre soin de chacun et aussi de prendre soin du collectif. Je trouve que ça fait un très bon lien, Valentine, avec notre deuxième thématique, qui est celui sur la pénibilité, la dureté du travail. Est-ce que le travail, ça doit être une souffrance ? Alors, mon cheval de bataille, et c'était ma grande découverte lors de l'écriture de mon dernier essai sur le nouveau récit du travail, j'ai découvert le travail d'un linguiste qui s'appelle Franck Lebas, qui a étudié, qui propose une nouvelle étymologie du mot travail. Parce que finalement, on nous a imposé, l'Église probablement catholique nous a imposé à un moment donné la définition, ce qui est resté comme une mythologie autour du tripalium, autour de la souffrance. Et donc, Franck Lebas a écrit un article absolument passionnant que je vous recommande,
qui a appelé ça l'arnaque de l'étymologie du mot travail et qui propose quelque chose de complètement différent que je vous invite à aller voir plus en détail parce que c'est quand même un vrai travail de linguiste qui en gros nous propose plutôt l'idée d'un passage, l'idée aussi peut-être d'un voyage parce qu'il y a aussi le travail, le travel anglais et l'idée qu'il peut y avoir des obstacles qui se posent sur la route, mais c'est encore une fois cette idée de passage et qu'on peut sortir si on décortique en fait pourquoi on a mis au point et pourquoi surtout c'est devenu l'évidence pour tout le monde d'associer le travail à la souffrance. On peut décortiquer ça et donc le voir différemment. Je tiens quand même à apporter une nuance qui est que cela n'enlève pas les conditions effectivement parfois extrêmement pénibles de certains métiers. L'idée n'est pas de dire tout travail est absolument épanouissant, source de bonheur, etc. Certains privilégiés ont la chance de trouver dans le travail cet espace d'émancipation et d'épanouissement. Certains métiers ne le sont pas. En revanche, encore une fois, comme cette idée de santé mentale qui est associée à des images négatives, on peut aller vers progressivement une image du travail décorrélée de l'idée de souffrance. J'ajouterais aussi la charge sémantique des mots. J'avais lu un livre de Sophie Scherer. Elle aussi étudie le sens des mots et comment ça s'est parfois complètement laissé emporter au fil du temps. Et sur le mot performance, elle nous disait en fait que la performance, initialement, c'était le fait de transformer quelque chose en une autre chose. Et c'était pas nécessairement la performance comme on la voit nous aujourd'hui en entreprise. Ce truc d'aller toujours plus loin dans les chiffres, etc. Mais c'était plutôt prendre quelque chose et avoir l'envie, l'énergie, les capacités de transformer ça pour atteindre un but. Et je trouvais ça hyper intéressant et beaucoup moins lourd à porter finalement. Mais d'ailleurs, juste parenthèse, mais ça me fait penser au mot anglais performer. On peut imaginer une performance au sens français du terme, mais aussi tout simplement un artiste qui se produit sur scène et qui transforme quelque chose. Donc j'aime bien cette analyse. Du coup, pour répondre à ta question, Léa, où tu disais est-ce que le travail doit être dur, doit être source de souffrance, la réponse est plutôt non. La réponse est le travail peut parfois être fait dans des conditions difficiles, éprouvantes, voilà, mais c'est pas une fatalité. Moi, j'accompagne aussi beaucoup de managers qui me disent oui, mais là, j'ai l'impression que si je vais pas au bout de moi-même, si c'est pas difficile, je fais pas bien les choses et je ne vais pas être bien évaluée. Donc on revient sur cette notion de performance. Il y a, je pense, une déconstruction collective qu'il faut qu'on ait, qui est que parfois c'est possible, ça peut être le cas d'aller au bout de soi-même, voilà, mais c'est vraiment pas une obligation et c'est pas parce qu'on fait pas ça qu'on n'est pas un bon professionnel. C'est exactement ça, c'est-à-dire que le travail par essence n'est pas une souffrance, mais les conditions dans lesquelles il s'exerce peuvent être une souffrance. Après, faut pas oublier qu'il y a des personnes qui sont stimulées par l'exigence de leur activité. Et ça fait partie de leur santé mentale. Après, ils doivent être attentifs à leur équilibre global. Et ça, c'est leur responsabilité pour pas se cramer. Parce qu'effectivement, récemment, j'ai discuté avec un manager qui me disait « J'ai fait un burn-out alors que j'étais totalement épanouie dans mon boulot. Donc, en fait, c'est juste mon problème. » Ce qui est difficile, et pour nombre de personnes, et je pense que ça doit être considéré aussi, c'est de trouver cet équilibre dans cette envie d'exigence, cette envie d'être stimulé, d'intensité, et en même temps cette prise de soin de soi. Et moi, j'ai envie de comparer ça, on peut comparer à certains sportifs qui peuvent aller sur des sports extrêmes, totalement extrêmes, et qui vont pourtant pouvoir faire de la méditation, du yoga à côté, donc d'avoir un équilibre en fait pour pouvoir gérer cet extrême dans leur sport. Ouais, et le mot que tu utilises, équilibre, c'est exactement ça. Moi, en tout cas, à titre personnel, plus je travaille dur, plus je me repose dur, en fait. C'est le fameux work hard, play hard. Voilà, exactement. Je voudrais juste revenir rapidement sur une partie des choses que vous avez dites, notamment concernant la performance, l'importance des conditions de travail, me fait penser à un sujet, donc c'est plutôt lié aux facteurs de burn-out ou autres. C'est le sujet des indicateurs qu'on choisit de suivre ou pas, et ça c'est en lien avec comment on va organiser un service. Et je crois qu'il y a une partie, notamment quand on prend l'exemple de l'hôpital, ce qui est beaucoup dénoncé par les soignants, c'est le modèle qui a été repris de l'entreprise sur le service public et qui, du coup, avec un management par le chiffre, alors qu'il s'agit d'actes médicaux.
Là-dessus, ça me fait penser au dernier documentaire de Samuel Durand, Time to Work, où on voit des infirmières, une clinique d'infirmières, je n'ai plus le pays en tête, il me semble que c'est la Norvège. C'est aux Pays-Bas, c'est Pays-Bas. Dans cette clinique, en fait, ils ont transformé les indicateurs. L'indicateur n'est pas le nombre d'actes, comme c'est le cas dans l'hôpital public aujourd'hui, mais le temps passé aux soins. Et l'objectif, c'est de le réduire. Et en fait, on observe vraiment que dans cette façon d'organiser le service en suivant ces indicateurs, le sens est beaucoup plus net. Et je crois qu'il y a une grosse partie dans les burn-out et autres de perte de sens aussi au travail qui joue énormément sur la fatigue, sur la motivation et sur la santé mentale en général des salariés. Tout ce qu'on partage là, on voit bien qu'il y a une responsabilité qui est individuelle d'un côté, bien sûr, et qu'il y a aussi une responsabilité collective. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait pour faire cohabiter ces deux responsabilités-là au sein d'une organisation ? En fait, il y a une responsabilité qui est et individuelle et collective qui est managériale. En fait, elle est collective parce que manager représente le collectif et en même temps, c'est chaque manager. C'est-à-dire que l'organisation pourra mettre en place tout ce qu'elle veut. On peut avoir des organisations hyper performantes sur la protection de leurs salariés, l'accompagnement, et des managers dysfonctionnels. Donc, si à la fois l'organisation n'a pas le courage de se séparer de ses managers, et si à la fois les managers ne cherchent pas à créer le cadre de sécurité psychologique, ou si l'entreprise ne soutient pas ses managers, tout ça va pas fonctionner. Et je pense qu'aussi, en tant que collaborateur, on a une responsabilité vis-à-vis de nos collègues. Le fait que nos collègues puissent nous parler de leur anxiété. Le fait que notre manager puisse nous en parler. Donc voilà, déjà, avant même de parler de la sphère privée, je pense que dans l'entreprise, on a une responsabilité aussi. En tant qu'individu, l'entreprise n'est pas toute puissante. Je suis sensible à ce que tu dis, Delphine, et en termes de compétences, j'en vois deux qui sont importantes à développer pour chacun, et l'entreprise peut être motrice pour que ces compétences soient développées dans les équipes. C'est 1, l'écoute, et 2, la manière dont on s'exprime et dont on, à la fois, prend conscience de nos émotions et dont on les exprime aux autres. Et donc finalement, c'est vraiment la communication, la manière dont on communique ensemble, à la fois en one-to-one et ensuite en collectif au sein de l'entreprise. Toute la dimension, Jeanne, tu parlais de donner du sens aux équipes pour qu'elles s'engagent et qu'elles se sentent bien et qu'elles comprennent où elles vont. Pour moi, toute cette dimension de communication est absolument nécessaire dans en fait, le vivre et le travailler ensemble en entreprise et participe à la santé mentale des gens. J'ajouterais un outil aussi à ce que tu partages, Sophie, c'est les différents types de reconnaissance qu'on peut avoir dans les organisations. Donc, il y a 4 types de reconnaissance dont tout le monde peut faire preuve et dont tout le monde a besoin dans l'organisation. Il y a la reconnaissance existentielle, reconnaître qu'en face de moi, j'ai un humain, lui dire bonjour, comment ça va, est-ce que tu as passé un bon week-end, est-ce que, je sais pas moi, ta grand-mère va bien. Ensuite, il y a la reconnaissance des compétences, donc vraiment reconnaître que l'autre est compétent sur un sujet donné. La reconnaissance des efforts, qui est quand même assez différente de la compétence, c'est reconnaître que la personne, elle se donne en termes d'énergie, en termes de temps, pour que le projet et le travail qu'on fournit, il avance. Et puis la dernière chose, c'est la reconnaissance des résultats. Donc là, on est vraiment plus sur ce que tu disais, Jeanne. Comment est-ce qu'on mesure les résultats, justement ? Mais ces 4 types de reconnaissance, elles doivent être réciproques. C'est pas que pyramidal. C'est vraiment dans tous les sens que chacun en a besoin et dont on peut aussi faire preuve pour les autres, quoi. Du coup, tu me fais penser à un outil aussi. Je pense qu'il est de notre rôle à chacun dans l'entreprise de remplir le réservoir de confiance de l'autre. En fait, on a besoin d'énormément tous remplir notre réservoir de confiance. Le fait de penser qu'il y a des gens qui ont confiance en eux, c'est une erreur. À la base, on a besoin tout le temps de remplir notre grand sac. Et pour ça, il y a un outil qui marche extrêmement bien, c'est le feedback. Le feedback, n'oublions pas qu'il est soit positif, soit qui permet d'apprendre. C'est quelque chose qui va juste nous permettre, qui va nous nourrir. C'est extrêmement important. Si vous nous écoutez et que vous vous dites « mais c'est compliqué, qu'est-ce que je peux faire ?» etc. Déjà, on parlait d'écoute, on parlait de communication, on parle de reconnaissance, on parle de feedback. Le feedback, c'est à la fois la communication et la reconnaissance. Je pense que rien que ça, c'est fondamental. Rien que se dire « est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pris le temps de faire un feedback positif à au moins la moitié des gens que j'ai croisés ?» Et un feedback, c'est pas merci. C'est circonstancié. On donne un motif. Et ça, je pense que c'est un acte civique de prendre soin de la santé mentale des autres. Et je trouve que la bonne nouvelle, c'est que ça nous fait beaucoup de bien, nous aussi. Et ça veut dire aussi, quand on nous tient la porte à l'ascenseur, c'est des choses comme ça. Moi, je fais du théâtre dans ma vie hors boulot. Et
la semaine dernière, on avait une répétition et j'ai vraiment adoré jouer avec mon partenaire qui s'appelle Ellie. Et je me suis demandé si j'allais lui dire, parce que vraiment, c'était un moment où j'avais trouvé que c'était fluide, on connaissait tous les deux notre texte, et vraiment, j'avais pris beaucoup de plaisir. Et je me suis dit, ouais, je vais lui faire un petit message et je vais le remercier et lui dire pourquoi j'ai beaucoup aimé jouer et ce que ça m'a apporté. Et en fait, il m'a fait un message en me disant, mais tu as illuminé ma journée, vraiment, ça m'a fait grand plaisir et ça a renforcé à la fois sa confiance en lui, il me l'a dit après, ça a renforcé sa confiance en lui en tant que comédien, et ça a vachement renforcé notre binôme. Mais tu vois, c'est dingue ce que tu dis, qu'on en soit aussi au stade où on se questionne avant de faire un feedback positif. Comme quoi, Jeanne, tu disais que les mentalités évoluent, mais je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire bouger. Moi, là-dessus, c'est drôle parce que sur le feedback, je suis absolument, moi, convaincue de son utilité et de ses bénéfices. Mais je fais actuellement mon mémoire sur les liens entre feedback, reconnaissance et engagement. Donc, dans ce cadre-là, je vais rencontrer des managers pour leur parler, leur poser des questions sur ce sujet. Et j'ai été récemment en contact avec un manager qui m'a dit « Moi, en fait, le feedback positif, j'en ai pas du tout besoin personnellement. En tant que manager, je n'en ai pas besoin. » Et du coup, je me questionne un petit peu sur le fait de l'impact plus ou moins élevé que peut avoir le feedback par rapport à d'autres signes de reconnaissance selon la personne. Et donc, ce que je me dis, la réflexion qui suit, c'est il faut aussi connaître vos équipes. Je me dis que les entretiens que je passe actuellement avec ces managers, en leur demandant clairement qu'est-ce qui compte pour vous sentir reconnu, qu'est-ce qui compte pour vous engager, ces questions-là, en fait, c'est des questions qui devraient être posées à ces équipes, idéalement, et que les gens qui travaillent ensemble se connaissent mieux sur le sujet et se poser la question clairement. Je pense que absolument, enfin pas que je pense, je l'ai constaté qu'absolument tout le monde a besoin de feedback positif. Et que ce qui m'a le plus surpris, c'est que quand j'en ai fait à des gens qui a priori n'avaient aucun besoin de feedback, ou j'étais sûre qu'ils savaient que là-dessus ils étaient brillants, etc. À chaque fois, ils m'ont dit qu'ils étaient hyper touchés parce que personne ne leur disait jamais. Oui, alors c'est vrai que ça a relativisé, c'est-à-dire que en fait, c'est pas pour ça que ça va pas avoir un impact positif sur lui. Mais ça va être plus ou moins important selon les personnes. Et il peut y avoir d'autres facteurs qui influent plus sur la santé mentale que le feedback pour d'autres personnes, c'est ce que je dis. Pour boucler avec ce que vous disiez sur aussi l'équilibre entre l'individu et le collectif par rapport à tout ça, j'aimerais vous partager le travail de chercheurs que je mentionne aussi dans mon dernier texte sur l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour dont on a besoin en tant qu'espèce. J'en parle aussi dans mon premier texte sur l'accouchement parce qu'il y a de moins en moins d'ocytocine lors de l'accouchement et donc ça pose une vraie question sur la survie de notre espèce. Et aujourd'hui, ça pose aussi question dans le contexte du télétravail généralisé et le fait qu'on travaille de plus en plus à distance. En fait, c'est une hormone dont on a besoin. Et par exemple, quand vous mentionnez le feedback positif, par exemple, si on est dans un open space et que quelqu'un va recevoir un feedback positif qui va lui faire du bien, en fait, il va partager l'ocytocine avec les personnes qui sont autour de lui. C'est une hormone qui va circuler. Et en fait, le fait de se couper de ça va avoir aussi un impact sur nos liens les uns avec les autres. Et je cite les chercheurs qui nous disent l'ocytocine permet d'assurer la cohésion du groupe tout en le protégeant. Donc en fait, cette hormone d'amour et de lien, elle nous protège les uns les autres et donc forcément, elle a un impact sur notre santé mentale. Donc mon point, c'est qu'on a besoin les uns des autres pour être en bonne santé mentale. Ça veut dire que si je te fais un feedback positif, Valentine, ça rejaillit sur nous toutes qui sommes là en fait. Voilà. C'est ça. Vraiment intéressant. C'est bénéfique. En fait, tout ce qui va être positif, bénéfique à une personne, va être bénéfique au groupe. Et moi, je suis sûre que faire un feedback positif, pour la personne qui le fait, c'est très source de bien-être aussi. Complètement. C'est très efficace aussi. Alors oui, je voudrais juste évoquer un point qu'on n'a pas du tout évoqué, mais qui est important. Alors je crois qu'il serait important pour Sophie aussi, je me permets de dire ça. C'est que moi, je suis très sensible au beau. Moi aussi. Voilà. Et nous, au moche. Et en fait, nous, on aime le moche. Non, sachez-le. Pas du tout. C'est pas ce que je voulais dire, mais parce qu'on en parle souvent. Et personnellement, pour ma santé mentale... Un shoot de... C'est un shoot de dopamine. Ouais, merci. D'ocytocine, pardon, mais de dopamine aussi. Pour ma santé mentale... J'ai besoin du beau, j'ai besoin d'une bougie, j'ai besoin d'un cadre agréable, etc. Quand je rentre dans des bureaux, pour moi, en fait, c'est une énergie que je ressens. Et donc, ça participe énormément au fait que je me sente bien, déjà, rien que pour rentrer en contact avec les gens.
Et en vous en parlant, je fais le lien avec le partenaire que nous avons pour cette saison, Yemanja. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié quand on les a rencontrés. C'est que je pense qu'on avait cette vision commune. Et pour moi, ça paraît anecdotique, mais je me rends compte quand on en parle que c'est vraiment très important. Dans les moyens qu'on a abordés pour prendre soin finalement de la santé mentale de nos collaborateurs, on a parlé du cadre, on a parlé de la communication, on a parlé des bureaux avec Yemanja. Et hier, je discutais avec un manager qui me disait qu'en ce moment, c'était compliqué pour lui dans son entreprise. Et je l'ai questionné sur les besoins, sur ses besoins à lui et à quel point ses besoins étaient remplis ou pas. Et en fait, on est revenu sur justement ces trois notions. Et ça fait le lien avec ce qu'on se disait au début de prendre conscience de ses besoins individuels et questionner le cadre que l'entreprise nous offre, donc y compris les bureaux dans lesquels on évolue, la relation avec nos managers, le sens de notre travail, et ne pas hésiter, si le cadre n'est pas le bon, à en changer, à le faire changer, ou voire à créer son propre cadre, comme un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec notre collectif. Exactement. Et ça fait un merveilleux lien avec la dernière question que j'avais envie de vous poser. Comment vous, chacune, vous prenez soin de votre santé mentale au quotidien ? Alors, je ne sais pas si je me l'applique beaucoup à moi-même, mais c'est quelque chose, c'est une vraie conviction par contre, c'est les rythmes de travail, repenser les rythmes de travail. Alors, c'est en train de changer avec le télétravail, ça devient beaucoup plus flexible puisque quand on est en télétravail, on peut mieux adapter nos horaires. Mais je crois qu'il faut vraiment sortir du modèle de l'industrie, qui a été basé avant sur l'industrie, du 9h-17h, pour que chacun puisse trouver un rythme qui lui convient mieux et qui correspond mieux, qui a plus de sens pour lui en fonction de sa biologie, de son fonctionnement et de là où il sent qu'il va être efficace. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi, même si c'est dur à appliquer au quotidien. Même quand tu as le choix. Même quand tu as le choix. Moi, 3 choses. La première, c'est je m'assure de bien m'entourer et que chaque semaine, je rencontre des gens que je découvre, qui m'énergisent. Donc ça, c'est un point important. C'est mon fuel. La deuxième chose, c'est de faire attention. En fait, autant j'aime rencontrer, autant j'ai besoin de moments seuls. Je suis ce qu'on appelle ambiverte. Enfin, j'ai compris que j'étais ambiverte et donc je fais attention à équilibrer. Par exemple, je viens de traverser une semaine où j'avais énormément d'échanges. J'ai annulé tout ce que j'avais les soirs. Parce que pour moi, le soir, je ne pouvais pas repartir sur des échanges. Je n'aurais pas été disponible pour un échange. Donc ça, c'est une deuxième chose et sur laquelle on a complètement la main. Et la troisième chose pour ma santé mentale, ça va être de demander des feedbacks. Parce que je suis loin d'être ma meilleure amie, mais je pense qu'on est tous loin d'être nos meilleurs amis. Et aussi parce que j'aime apprendre. Donc des feedbacks positifs, mais aussi des feedbacks correctifs. Et ça, c'est ces 3 choses-là, moi, qui me maintiennent dans un bon équilibre. Après, tout le reste, bien sûr, qui est plus de la sphère privée. Alors moi, je vais rebondir parce que j'ai un peu le même sujet d'avoir besoin de moments seuls et des moments pleins de sociabilité avec les gens avec qui j'aime travailler, les gens avec mes amis, ma famille, etc. Donc déjà, d'avoir compris aussi sur moi que j'ai besoin de ces temps-là. Et après, vous aurez compris que le corps et l'esprit, c'est au sein d'une même approche. Donc, moi, pour prendre soin de moi, ça va être... déjà, j'ai besoin de donner du sens à tout ce qui se passe dans ma vie. Donc, ça va être beaucoup de travail sur moi, beaucoup de réflexion. Et puis, du yoga, un peu de méditation, un peu d'écriture, une bonne alimentation, un bon sommeil... toutes les briques dont il faut prendre soin en vrai pour être bien. Et tu as raison, tu parles d'alimentation, de sommeil, ça joue énormément sur la santé mentale. Énormément. Je ne rentrerai pas dans les détails de l'impact de l'alimentation sur la santé mentale, mais on aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais. Je rebondis sur ton point, Valentine, parce que je le trouve hyper intéressant. J'avais reçu sur le podcast il y a bien 1 an et demi maintenant un ostéopathe qui s'appelle Yannick Benet et qui disait que la sédentarité des travailleurs de bureau, ça faisait des ravages et qui donnait ce chiffre. Être assis 8 heures par jour derrière un bureau, c'est comme fumer 1,2 paquets de cigarettes par jour. Wow. Au niveau de l'impact sur la santé. Alors, du coup, depuis que j'ai eu cette discussion avec Yannick Benet, j'essaie de plus bouger. Et il y a une autre chose aussi que je fais depuis le début de l'année, je dirais. J'ai redonné la part belle à mes passions. Alors, je prends beaucoup plus de temps dans ma semaine pour aller danser, pour aller faire du cheval, pour aller lire des BD, etc. Et en fait, je me rends compte que finalement, j'ai une productivité et une concentration beaucoup plus saine
dans mon travail depuis que je fais plus de choses qui me font kiffer à côté. Donc, un meilleur équilibre pro-perso finalement. Je te rejoins moi aussi, Léa. C'est vraiment mon fuel, comme tu dis, Delphine, vraiment d'avoir un équilibre de vie de manière générale. Et moi, j'aime bien parler de puzzle. C'est-à-dire que mon puzzle de vie, il soit... qui ait différentes pièces et finalement que chaque pièce soit assez équilibrée, qu'il n'y a pas forcément une pièce qui prend tout le puzzle et à côté plein de petites. Donc, un travail épanouissant, travailler avec des gens sympas et avec lesquels je prends du plaisir à avancer, à mener des projets, du yoga, beaucoup, et un lieu de vie que j'ai choisi être différent de la région parisienne. Après 13 ans à Paris, je me suis rapprochée de la mer et donc aujourd'hui, je vis en Bretagne et ça a vraiment été très apaisant pour ma santé mentale. Merci beaucoup, les filles, pour tous vos partages. On espère, chers auditeurs et chères auditrices, que vous aurez pu saisir quelques idées qui vous aideront à réfléchir davantage ou à implémenter de nouvelles choses dans vos organisations ou à titre individuel. On vous met tous les liens de toutes les ressources dont on a parlé dans la barre d'infos et on vous dit à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour la suite de nos explorations. Retrouvez-nous sur nos podcasts et sur la page LinkedIn du collectif SoWo. Si vous avez envie de construire avec nous, contactez-nous.